Bonjour à tous, on reçoit aujourd'hui Alexia Blin qui est maître de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et qui vient nous parler des coopératives. On travaille sur les coopératives dans le Wisconsin. Voilà, c'est maître de conférence qui est spécialisé en histoire politique et économique des États-Unis et également en histoire de la consommation. Je vais m'arrêter là pour la présentation, je vais lui laisser la parole, ensuite on pourra échanger. Donc n'hésitez pas à noter vos questions, vos interrogations. Ensuite, on distribuera la parole dans la salle pour alimenter l'échange. Voilà, je te laisse la parole, Alexia. Merci beaucoup. Déjà, merci de m'avoir conviée. Ça m'a permis de me replonger un peu dans ma thèse que je suis censée faire ces jours-ci, puisque je dois la publier assez rapidement. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est donc à partir de mon travail de thèse, un enjeu spécifique d'histoire de la consommation, en étudiant le rapport particulier d'un type d'entreprise, les coopératives, à l'essor de la société de consommation aux États-Unis au début du XXe siècle. Donc je vais commencer rapidement par présenter ce que j'ai fait en thèse et le projet de livre qui est associé, et ensuite, plus précisément, donc, une étude de cas d'une coopérative qui s'appelle le Cooperative Central Exchange, qui est à la fois une fédération de magasins coopératifs et une centrale d'achat qui a opéré dans le Wisconsin dans les premières décennies du XXe siècle, pour voir ce que ça nous apprend de l'histoire de la consommation à cette période. Donc, ma thèse, je l'ai soutenue à l'EHESS en 2017. Certaines personnes ici présentes étaient présentes, puisque Pierre Gervais était dans mon jury. Et donc, elle s'appelle « Politiser l'entreprise, une histoire des coopératives dans le Wisconsin, années 1870-1930 ». Et je suis en train donc de la transformer en livre qui va paraître aux presses universitaires de Rennes, on espère en 2023. Sous un autre titre, puisque ça s'appelait normalement « Politique » au pluriel de l'entreprise, mais c'est assez similaire. Il s'agit donc d'une étude détaillée de l'émergence et du développement des entreprises coopératives dans cet État, dans de multiples domaines, puisque j'étudie à la fois les coopératives de travailleurs, les coopératives surtout agricoles, mais aussi les coopératives de consommation, donc dans cet État du Wisconsin. Je commence dans les années 1870, après la guerre de sécession, à une période d'essor de grands mouvements agraires et syndicaux qui revendiquent l'organisation de coopératives. Et aussi, c'est un moment de grande transformation de l'agriculture américaine, deux facteurs qui favorisent l'essor des coopératives. Et je termine à la fin des années 30, en prenant à la fois en compte, en incluant la crise, la Grande Dépression et le New Deal. Ces années 30 constituent une sorte d'apogée du développement des coopératives aux États-Unis, en particulier dans le Wisconsin, qui vont connaître un déclin après la Deuxième Guerre mondiale. Entre les deux, j'étudie donc le déploiement, les usages de la forme coopérative de l'entreprise, qui est-ce qui s'en sert, à quelle fin, quelles sont les évolutions. Il y a de multiples définitions, et c'est un des enjeux de ma thèse de voir comment cette définition évolue entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Mais grosso modo, il s'agit d'une forme d'entreprise démocratique, qui se veut démocratique, c'est-à-dire une société par action qui est détenue par les personnes qui s'en servent, donc les ouvriers dans le cas d'une coopérative de travailleurs, les consommateurs dans le cas d'une coopérative de consommation, les paysans dans le cas d'une coopérative agricole, etc. Où le vote, dans la plupart des cas donc de cette société par action, la gestion se fait par un vote des personnes et non des parts de capital. C'est-à-dire chaque personne représente un vote, quel que soit son investissement en capital dans la structure. Et d'une manière générale, on a différents dispositifs qui sont là pour limiter l'importance de cet investissement en capital. Alors ça peut être par le versement de dividendes, par d'autres mécanismes que l'investissement. Ça veut dire par exemple pour les magasins, ce sont les achats que vous faites dans la coopérative qui vont déterminer les dividendes que vous recevez et non pas votre investissement initial. On peut aussi limiter le nombre de parts de capital qui peuvent être achetées. Enfin, il y a différents mécanismes qui permettent de limiter cette importance donnée au capital. Pourquoi est-ce que je me suis centrée sur le Wisconsin? Au départ, c'est parce que j'avais trouvé beaucoup d'archives. Et en fait, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de coopératives, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un État très rural où la coopération agricole est très répandue. Et en plus, c'est un État spécialisé dans la production laitière qui est particulièrement favorable à l'organisation de coopératives.
Deuxièmement, c'est un État où les organisations agraires et syndicales dont je parlais tout à l'heure ont été particulièrement puissantes à la fin du 19e siècle. Et troisièmement, c'est un État d'un point de vue politique qui est un État de tradition politique progressiste où l'État est beaucoup intervenu et les mouvements sociaux sont très importants, ce qui a favorisé l'essor de ces coopératives. Le Wisconsin, c'est par exemple un des premiers États à voter un statut juridique favorable à l'organisation de coopératives en 1911, un statut qui va être imité dans de nombreux États dans les années qui suivent. Dans la thèse, je me centre beaucoup sur le Wisconsin, mais j'essaye de ne pas l'étudier de manière isolée, mais bien sûr de faire des comparaisons avec ce qui se passe dans d'autres États à la même période, notamment la Californie ou des États de l'Est, et également à l'échelle nationale, voire internationale, puisque j'essaye, quand je peux, de faire des comparaisons et d'étudier des circulations qui sont importantes à différentes périodes. En termes d'archives, ma thèse, donc Hélène le sait, j'ai fait beaucoup d'archives pour faire cette thèse. Elle a été témoin. Donc, j'ai beaucoup d'archives d'entreprises coopératives, puisque j'ai de la chance d'y avoir eu accès dans le Wisconsin, ou de coopérateurs, de documents personnels privés de coopérateurs. De la presse également, à la fois coopérative et généraliste, et puis des documents officiels, que ce soit des rapports statistiques de l'État du Wisconsin, de l'État fédéral, ou des études de la part de l'Université du Wisconsin qui s'est beaucoup intéressée à la coopération. J'ai également pu avoir recours à de l'histoire orale, qui n'a pas été faite par moi, mais par d'autres, puisque dans le Wisconsin, il y a eu des gros programmes dans les années 70 d'études de l'agriculture dans l'État, avec qui ont recueilli la parole de beaucoup de fermiers sur les années 20, les années 30, ce qui m'a permis d'y avoir recours. Et puis en termes de problématiques, alors ce qui m'intéresse particulièrement dans la thèse, d'où le titre politisé ou politique de l'entreprise, c'était les liens entre sphère entrepreneuriale et sphère politique à de multiples niveaux. Donc j'étudie par exemple comment, je parlais du vote tout à l'heure dans les entreprises, comment une entreprise c'est une entité politique avec des pouvoirs qui sont distribués de manière différente. Le lien qui permet d'étudier les liens entre capitalisme et démocratie à une période où ces liens sont en redéfinition profonde aux États-Unis. Les liens également au pouvoir public, qu'est-ce que l'entreprise doit à la politique quand on regarde l'intervention de l'État. Et puis également l'entreprise comme lieu de mobilisation politique, et ça c'est particulièrement important en ce qui concerne les coopératives. Et donc pour moi, il y avait 3 enjeux dans cette thèse. Un enjeu vraiment d'histoire des États-Unis, qui était de redonner une place à une forme d'entreprise qui a très peu été étudiée, qui est certes tout à fait marginale quand on regarde le portrait des entreprises américaines, mais qui est quand même pas négligeable, et qui a pu prendre une grande importance localement, sectoriellement, à certaines périodes. Et ça me permet également de revenir sur le portrait qui est fait de 3 grandes périodes de mouvements sociaux dans les années 1870, à l'époque progressiste, c'est-à-dire toute fin du 19e, début du 20e siècle, et à la période du New Deal, en insérant les coopératives dans cette histoire. Deuxièmement, il y avait pour moi un enjeu d'histoire des entreprises, puisque à travers cette étude, j'essayais de faire un plaidoyer pour que l'on étudie les entreprises comme objet d'histoire politique à part entière. J'essaye vraiment dans ma thèse de ne jamais perdre de vue, d'étudier les coopératives, mais sans perdre de vue l'histoire des entreprises en général, et de toujours étudier mon objet par rapport aux formes dominantes d'entreprise, ou bien en tout cas par rapport aux formes vis-à-vis desquelles les coopératives se définissent. Et ça va être important dans le cas que je vais présenter aujourd'hui. Et je pense que voilà, si on garde ça en tête et qu'on essaye de toujours définir les entreprises en partie comme un objet politique, ça change des choses. Et troisièmement, je pense qu'il y a aussi un enjeu théorique dans le champ de l'étude de l'économie sociale et solidaire, qui est plutôt donc étudié en sociologie, en sciences politiques. Notamment, je pense que ma thèse constitue une intervention dans les questionnements sur les rapports entre ce qu'on appelle vaguement le tiers secteur et les pouvoirs publics. Quels sont ces liens entre l'État et les coopératives, les associations, etc. Et également la question du travail, auquel je consacre un chapitre particulier, le travail dans ces organisations qui sont des entreprises sans être tout à fait des entreprises. Voilà, donc ça c'est pour la thèse en général. Aujourd'hui, je présente plus particulièrement une étude de cas, donc j'en ai parlé, le Cooperative Central Exchange, qui est une fédération de coopératives, elle-même organisée comme une coopérative,
qui est en opération, enfin en action dans le Wisconsin à partir de 1917 et au-delà, qui constitue un réseau d'une centaine, un petit peu plus, de magasins, qui réunit 30 000 membres dans les années 1930 et qui réalise plus de 2 millions de dollars de chiffre d'affaires à cette période et qui en fait le plus grand réseau de coopératives de consommation aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres. J'ai consacré un article à cette coopérative dans le Mouvement social en 2019 qui s'appelle « Il ne suffit pas d'être un bon client », que je reprends aujourd'hui un peu à l'occasion de mon livre et que ça me permet de présenter aujourd'hui. En termes d'archives, pour réaliser cette étude de cas, je m'appuie sur les archives de cette coopérative que je suis allée voir, même si elle est basée dans le Wisconsin, les archives se trouvaient dans le Minnesota, à Minneapolis. Donc, les archives de l'entreprise elle-même, de ses différents services, en particulier de son école de formation dont je vais parler. Je m'appuie beaucoup sur le journal de cette entreprise, qui s'appelle le Cooperative Pyramid Builder, et qui est édité à partir de 1926. Et puis également sur un certain nombre de rapports publics, puisque dans les années 20 et 30, l'État du Wisconsin et l'État fédéral s'intéressent de plus en plus aux coopératives et produisent de nombreux documents. Alors, quel est l'intérêt de ce cas ? Il y en a deux, à mon avis, qui sont liés. Tout d'abord, il s'agit d'une étude de ce que peut être en pratique un contre-modèle de consommation effectivement réalisé à l'époque de l'essor de la société de consommation aux États-Unis et qui permet d'étudier le rapport qu'entretiennent ces coopératives à la société de consommation. Quelles sont ses spécificités? Est-ce qu'il y a la possibilité ou le désir de constituer une alternative au modèle dominant? Dans quelle mesure? Quelles sont les marges de manœuvre dans ce domaine? Le deuxième enjeu, il a un rapport avec l'historiographie, puisque les historiens de la consommation aux États-Unis sont généralement d'accord pour identifier une transition qui se produit à la fin du 19e, au début du 20e siècle. En gros, d'un monde dominé par la production, le discours et les valeurs autour des producteurs de la production, à un monde dominé par les valeurs et les discours qui légitiment de plus en plus la consommation. Dit autrement, on aurait un consommateur qui n'existerait quasiment pas au 19e siècle et qui s'autonomiserait au 20e siècle pour devenir un acteur légitime de l'économie, avec des revendications propres, qui sont en plus considérées comme particulièrement américaines parce qu'elles sont plus consensuelles, moins clivantes que les revendications liées au monde de la production. Elles concernent tout le monde, nous sommes tous des consommateurs. Et donc, un certain nombre d'historiens, par exemple Elizabeth Cohen, Lawrence Glickman, sont des gens qui étudient cette transition à la fin du 19e, et de plus en plus au 20e siècle, le consommateur devient un acteur important et dominant. Dans cette histoire, généralement, il y a peu de place, voire pas du tout, qui est accordée aux coopératives, même chez les historiens, paradoxalement, qui s'intéressent aux consommateurs les plus actifs et les plus engagés. Donc, par exemple, Lawrence Glickman, que je citais tout à l'heure, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Buying Power en 2009, donc sur l'histoire des consommateurs engagés aux États-Unis, de la Révolution américaine à nos jours, c'est très vaste, dans lequel il n'y a aucun développement spécifique consacré aux coopératives. Quand c'est le cas, quand les historiens, en particulier les historiennes de la consommation, s'intéressent aux coopératives, elles le font dans un cadre très limité, qui est celui des grandes villes, en particulier Chicago, New York, un peu la côte ouest aussi, Seattle, et à la période très particulière des années 1930 de la crise. Moi, ce que j'essaye de faire avec cette étude, c'est de montrer que les coopératives sont bien présentes dans cette histoire de la consommation et qu'elles ne le sont pas seulement dans les grandes métropoles et qu'elles ne le sont pas seulement au moment de la crise de 29. Donc, je vais rapidement évoquer 3 points. Premièrement, présenter ce que c'est que cette entreprise qui se présente comme un mode de consommation démocratique, un modèle de consommation démocratique. Deuxièmement, comment ce modèle entend se présenter en concurrent de ce qui est considéré comme le modèle dominant de l'époque, les grandes chaînes de magasins, donc magasins à succursales multiples. Et troisièmement, comment cette coopérative s'insère en fait dans un écosystème rural de coopératives qui est en lien avec le monde de la production, qui n'est pas seulement en fait un modèle de consommation démocratique, mais qui a aussi un lien avec le monde de la production. Alors, premièrement, l'essor d'un modèle de consommation démocratique
étudier le Cooperative Central Exchange, ça me permet de remettre en valeur le rôle de la coopération rurale. Puisqu'en fait, si les historiennes, elles ont surtout insisté sur le fait qu'il y avait des coopératives dans les grandes villes au moment de la crise, en fait, dans l'entre-deux-guerres, quand on regarde, par exemple, les rapports de l'État fédéral, du ministère du Travail des années 20, des années 30, on se rend compte que la majorité des magasins coopératifs et des membres de coopératives se trouvent dans les espaces ruraux. Par exemple, en 1920, 56% des 2600 établissements recensés par l'État fédéral se trouvent dans des zones rurales et des villes de moins de 2500 habitants. Alors que les coopératives des grandes métropoles représentent environ 10% des initiatives. Dans le Wisconsin, qui est un État très rural, hein, je l'ai dit, où siège le Cooperative Central Exchange, cette proportion est encore plus importante. Là, je vais peut-être justement partager mon écran. Hop. Tac. Pour vous montrer déjà, par exemple, où se trouve le Wisconsin, car tout le monde ne le sait pas, aussi étonnant que ça puisse paraître. Hop. Donc, le Wisconsin, c'est l'État que vous voyez ici en rouge. Ça se trouve donc vraiment dans le Midwest, tout au nord du Midwest, au bord des Grands Lacs, entre le Michigan, l'Illinois et le Minnesota. Et donc, cet État très rural, la proportion est encore plus importante. Hein. Dans les années 1910-1920, la coopération rurale, elle est présente dans tout l'État, donc il n'y a pas seulement des magasins, il y a aussi des coopératives de téléphone, hein, qui représentent les 3/5 des entreprises de téléphone. Ce sont des coopératives formées par des paysans, des compagnies de distribution d'électricité, des blanchisseries, et puis un peu plus tard, des compagnies qui fournissent de l'essence. Le Cooperative Central Exchange, donc je vais l'appeler le CCE, ça va être plus simple, est créé en juillet 2017, au départ par une vingtaine d'immigrés finlandais qui représentent chacun un magasin, puisqu'en fait, il y a déjà des magasins coopératifs à cette période dans le nord du Wisconsin et les États voisins, puisque le CCE, en fait, c'est une fédération qui s'étend sur le Wisconsin et l'État qui se trouve à l'ouest, le Minnesota, et celui qui se trouve à l'est, le Michigan. Donc, Minnesota, Michigan, Wisconsin. Donc 19 représentants finlandais se retrouvent à Superior, qui est une ville dans l'extrême nord du Wisconsin, pour former cette fédération. Ces magasins, les magasins du CCE sont principalement ruraux. Hein, 75% des membres sont réputés être des agriculteurs dans les années 1930, donc on est vraiment représentatif de la tendance majoritaire à l'époque aux États-Unis. Le CCE se trouve dans une région très déshéritée du nord du Wisconsin qu'on appelle le Cut-Over. Voilà une image ici. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que c'est une région qui a été en fait dévastée par l'industrie du bois à la fin du 19e et au tout début du 20e siècle et qui présente encore un peu aujourd'hui dans certaines parties des paysages comme ça vraiment désolés de souches d'arbres qui ont été coupés et pas replantés. Donc l'agriculture est assez difficile. Il y a beaucoup de mines et de toutes petites fermes, mais c'est une région très déshéritée, notamment en comparaison du sud de l'État, qui est beaucoup plus riche. On y trouve une importante communauté finlandaise depuis la fin du 19e, début du 20e, qui est surtout liée, souvent liée au mouvement socialiste, et qui organise des coopératives depuis le début du 20e siècle. Même à la fin du 19e, pour lutter contre la domination des magasins d'entreprise. Hein, par exemple, les mines ont des magasins, mais qui pratiquent des prix prohibitifs, vendent des produits qui sont parfois frelatés, comme les marchands locaux qui ont aussi parfois des formes de monopole et qui pratiquent de l'extorsion, de la discrimination, des contraintes liées au crédit, qui refusent de faire crédit ou voilà, qui vendent des produits frelatés. Et donc tout ça sont des arguments qui motivent les paysans et ouvriers finlandais pour créer des coopératives. Et en 1917, on a en plus le contexte spécifique lié à la Première Guerre mondiale et aux pénuries qui encouragent la création de ces coopératives. Donc ici, on a une carte, vous voyez le Wisconsin, Minnesota, Michigan, avec la localisation des magasins coopératifs à cette période. Donc on voit qu'ils sont dispersés un peu partout. Ce sont que des magasins finno-américains, donc souvent dominés par des Finlandais. Et si le CCE connaît des débuts difficiles, on voit dans le tableau que j'ai reproduit ici, il se développe en fait assez rapidement. Tous les indicateurs progressent dans les années 20 et 30. De 19 magasins au départ, on passe à 107 en 1937. On peut même en compter 160 si on compte les magasins qui ne sont pas membres de la fédération, mais qui sont clients de la centrale d'achat. Donc, voilà,
Puisque je l'ai dit, le CCE, c'est à la fois une fédération et une centrale d'achat. Les sociétaires individuels, donc les membres consommateurs des différents magasins, ne peuvent pas adhérer eux-mêmes au CCE. Hein, c'est le magasin qui adhère au CCE. Le magasin, qui doit être une coopérative, achète lui-même une part de capital dans le CCE et à ce moment-là, dispose d'une voix dans la gestion de l'entreprise. Il peut ensuite continuer à acheter des parts supplémentaires, mais chaque part doit représenter au moins 50 clients actionnaires dans le magasin, puisque l'idée, c'est vraiment qu'on représente des personnes et pas des parts de capital. Les représentants des magasins membres votent ensuite de manière démocratique, donc quel que soit le nombre de parts de capital acquises par le magasin, pour gérer la fédération. Le CCE, comme les magasins membres, vote de manière démocratique, partage les profits en fonction des achats et non des investissements, et tente par différents moyens, je l'ai dit tout à l'heure, de limiter le pouvoir du capital. Les magasins sont répartis sur ces 3 États et donc progressent dans les années 20 et 30, et cette croissance continue permet au CCE de devenir le réseau de coopératives le plus important des États-Unis dans l'entre-deux-guerres. Et à cette période, ces 3 États, donc Michigan, Wisconsin, Minnesota, représentent à eux seuls 24% des coopératives de consommation du pays et 28% des membres. Donc, c'est peu de choses, hein, ils sont 30 000 environ, quand on regarde la population totale de ces États ou des États-Unis, bien sûr. Et si on compare notamment à ce qui se passe à cette période dans les pays d'Europe, en particulier du Nord, où la coopération de consommation peut représenter 15-20% du commerce de détail, très très importante. Mais en fait, ils peuvent quand même être dominants si on regarde à l'échelle locale. Et puis, ça représente... certains magasins sont très importants. Hein, à Cloquet, dans le Minnesota, par exemple, on a un magasin de 2700 membres. Bon. Mais on a aussi des magasins minuscules dans des localités de 150 personnes, avec quelques dizaines de membres. Le CCE fournit des produits et des services à ses membres, hein, par exemple du café, de la farine, des matériaux de construction, des pièces détachées automobiles. En 1918, il ouvre une boulangerie qui donc va produire d'alimentation. Au début des années 20, le CCE se dote d'une marque, dont vous avez ici l'image, le Red Star, qui, là, c'est pour le café, par exemple, qui cherche à montrer, donner une image reconnaissable, hein, du CCE, qui est vendu non seulement dans les magasins du CCE, mais qui peut être vendu ailleurs. Et en 1937, hein, la marque offre 250 produits différents, du café donc, à la farine, à des produits non alimentaires. La coopérative, à la fois au niveau du CCE et des magasins membres, constitue aussi un lieu de sociabilité. Hein, ça, ce n'est pas propre aux États-Unis, mais c'est assez propre au modèle coopératif. Pour ses membres, en grande majorité d'origine finlandaise, donc des compétitions sportives, des programmes radiophoniques, des comédies musicales, ils ont une colonie de vacances, ils ont un parc d'attractions, ils cherchent vraiment à développer les activités sociales autour de l'entreprise. Cette grande homogénéité ethnique, elle est vue par certains comme un problème. Hein. À partir des années 20, il y a des leaders du mouvement qui essayent d'ouvrir aux classes populaires anglophones américaines. D'autres qui voient au contraire ça comme une force de cohésion qui permet de maintenir le CCE en vie, là où d'autres fédérations se sont complètement effondrées au début des années 20. Une dernière caractéristique du CCE, c'est son très fort ancrage politique. Et ça, on le voit hein, donc avec la marque, hein, le Red Star et le choix de la faucille et du marteau comme symbole. On est donc dans un monde dominé par le mouvement socialiste et communiste. Les principaux leaders, les 19 leaders initiaux appartenaient tous à une fédération communiste qui avait été créée pour soutenir la révolution bolchevique en 1917. Et il y a vraiment une symbiose dans les premiers moments entre le mouvement socialiste et la coopérative. On retrouve ça dans, par exemple, des coopératives dans le nord de la France ou en Belgique à la même période. Là, bon, la différence, c'est que à Lille ou à Liège, ça peut être le mouvement politique dominant de la ville et prendre beaucoup avoir une... Comment dire ? Être en capacité d'assurer une position dominante. Là, c'est clairement des acteurs qui sont très périphériques, hein, on l'a vu géographiquement, ethniquement, politiquement. Bon.
Par ailleurs, cet ancrage politique, il va donner lieu à des tensions et des confrontations. En 1929-1930, il y a une grosse crise au sein du CCE qui se solde par l'éviction des communistes. Le CCE change alors de nom, devient le Central Cooperative Wholesale, CCW, mais reste une entreprise contestataire, coopérative. Simplement, les leaders communistes les plus qui pratiquaient l'entrisme de manière la plus flagrante sont évincés. Hop, excusez-moi, je suis perdue dans mes pages. Aïe, donc là, je vais être obligée de quitter mon partage un instant parce qu'il me manque une page de notes. Je m'excuse. Donc, je vais devoir reprendre mes notes sur l'ordinateur. Hop. Voilà, le CCE, ce que je voulais dire ici, voilà, c'est que le CCE, c'est pas seulement une association contestataire ou un parti comme le Parti communiste, c'est aussi une entreprise. C'est ça qui est intéressant ici. C'est une entreprise qui rentre en concurrence avec les entreprises privées sur leur propre terrain. Et ça, c'est donc mon deuxième point, la concurrence avec les chaînes de magasins. Les premières coopératives de la région, je l'ai dit, elles avaient été d'abord créées en réaction aux agissements des marchands locaux ou des magasins d'entreprise. Mais dans les années 20, l'ennemi et la référence, ça devient les chaînes ou magasins à succursales multiples qui se développent beaucoup aux États-Unis à cette période. Le modèle d'entre les modèles, c'est A&P, Atlantic and Pacific, qui a 15 000 magasins aux États-Unis dans les années 20, qui va développer des magasins de franchise, en fait, des franchises de magasins, pardon, gérés de manière centralisée, généralement, alors là, dans le cas de A&P, par des maisons financières à New York. Et le journal du CCE, dont je parlais tout à l'heure, passe son temps à dénoncer le fonctionnement de ces chaînes qui flouent les consommateurs, flouent les travailleurs, sont vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire, et notamment sont contrôlés de manière non démocratique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'en inspire également, puisque le CCE revendique le modèle de la société par action et soutient une partie des méthodes employées par ces chaînes, en particulier la centralisation et la standardisation des opérations qui sont vues comme un gage d'efficacité. Le CCE engage vraiment tout le monde à souscrire à la centralisation en passant leurs commandes par l'intermédiaire de la centrale, en opérant des regroupements régionaux, en mettant les établissements en lien. Et pour mettre en œuvre pratiquement cette centralisation, la fédération dispose d'un service technique qui va vraiment essayer d'unifier les différents magasins coopératifs en formulant des recommandations à propos de tout ce qui concerne leur activité. Donc, les biens vendus, la rotation des stocks, la dimension des bâtiments, l'organisation des différentes sections à l'intérieur du magasin, la disposition du mobilier, jusqu'à la profondeur des étagères. On veut que tout soit centralisé dans les différents magasins. Et on engage également les magasins à avoir une enseigne standard qui va être verte et orange, toujours la même, partout dans les magasins. Alors, c'est pas facile de savoir dans quelle mesure ces recommandations sont suivies, puisque bon, c'est très dispersé. Moi, j'avais pas bien sûr les archives de tous les magasins du CCE pour pouvoir comparer. Simplement, on a des petites indications, notamment probablement ce qui se passe, enfin c'est ce que disent les dirigeants du CCE, c'est que leurs recommandations sont bien davantage suivies dans les magasins qui se trouvent tout près de la fédération, autour de Superior, que dans ceux qui sont plus éloignés, qui prennent plus leur indépendance. Bon. Alors je vais repartager mon écran un instant, juste pour vous montrer quelque chose que j'ai trouvé, qui est un peu un indice du fait que parfois ça marche. C'est... donc à gauche, c'est dans les archives une image que j'ai trouvée dans les archives du service technique du CCE qui montre voilà, comment on doit présenter l'enseigne type avec le nom de la ville et puis Cooperative Store, le nombre de fenêtres, etc. Et ensuite, voilà, l'image du magasin de Brûle dans le Wisconsin, que j'ai trouvé complètement ailleurs dans un rapport de 1940 sur les coopératives dans le Wisconsin et qui montre que, bon, bah, apparemment, ils ont quand même suivi le modèle de l'enseigne standard proposé par le service technique de la fédération. Donc, à certains moments, en tout cas, ces recommandations sont bien suivies. Je reviens à mes notes. La standardisation, elle passe aussi par les produits avec la marque dont j'ai parlé. À partir des années 30, donc là, au moment de l'éviction des communistes, la marque change de nom. De Red Star, elle va s'appeler Coop et perdre la faucille et le marteau.
Et à partir des années 30, le CCE organise aussi des tests chimiques pour garantir la qualité des produits vendus, puisque je l'ai dit, le frelatage, c'était un des soucis au départ qui avait présidé à l'organisation des premières coopératives. Et il y a l'idée qu'il faut s'aligner sur les chaînes de magasins qui prétendent proposer des produits standardisés, unifiés dans tous les États-Unis. Bon, ben, le CCE essaye de s'aligner de la même manière. Et puis, là, j'en parle vraiment très rapidement. Il y a aussi la standardisation, ça passe aussi par la comptabilité. Ce qui est très important dans l'histoire du CCE, il y a un service de comptabilité qui est créé en 1922 et qui va dans les différents magasins pour essayer d'uniformiser et d'auditer la comptabilité des magasins. Et les membres le valorisent beaucoup et pensent que c'est vraiment une des raisons du succès de la fédération. Donc, il y a vraiment la revendication d'une certaine forme de modernité commerciale et même d'efficacité qui soit supérieure à celle des chaînes. Le journal publie régulièrement des chiffres pour comparer les performances du CCE à celles des chaînes présentes dans le Wisconsin en termes de frais de fonctionnement, de profit, de coûts, pour voir, ils se placent vraiment sur le même terrain pour voir ce qui réussit le mieux. Cependant, ils essayent aussi de s'en distinguer, puisque c'est quand même le repoussoir en même temps que le modèle, et notamment en revendiquant l'aspect social et communautaire de l'entreprise. L'exemple le plus important à ce titre, c'est l'école de formation du CCE, qui s'appelle la Cooperative Training School, qui est destinée à la fois aux employés, aux membres des conseils d'administration et même au bout d'un moment aux simples membres, et qui propose une offre d'enseignement à la fois pratique et théorique à la coopération. Ce modèle, je vais repartager une dernière fois mon écran. Voilà, ça, hop, si je l'arrive. Tac. Ça, c'est un diplôme remis par l'école coopérative en 1919. Donc, 2 ans après, c'est tout neuf, c'est 2 ans après la création du CCE, c'est encore une petite école, mais on voit les différents cours qui sont dispensés. Donc, principe de la coopération en pratique, des cours de comptabilité, mais aussi d'histoire. On apprend à tenir une correspondance commerciale. Bon, voilà, on a tout un tas de cours différents et puis ça va se développer. On voit dans le certificat que the training of which was done in the Finnish language, à l'époque, donc les enseignements sont dispensés en finnois. Ça va changer à partir de 1930 quand on va essayer de s'ouvrir davantage aux anglophones. En tout cas, on voit comment les magasins coopératifs, le CCE et les magasins coopératifs promeuvent une image d'un consommateur actif qui ne doit pas être juste, non pas juste se laisser manipuler par les grandes entreprises, mais même pas être seulement un espèce de consommateur avisé qui va bien savoir naviguer dans le monde de la consommation, mais qui doit être vraiment un acteur. Si on compare notamment les enseignements donnés par le CCE au mouvement de home economics, donc le mouvement d'enseignement à la consommation, qui est quelque chose qui est né dans les années 1910-1920, mais qui va, lui, servir à former des consommateurs avisés qui ne vont pas se faire avoir. Là, on a une chose complètement différente, c'est être vraiment acteur de la société de consommation, y participer, former une consommation qui soit démocratique, sociale. Voilà. C'est assez différent. On voit donc comment les coopératives participent vraiment pleinement au tournant consumériste du début du XXe siècle, d'une manière originale. Mais si on insiste sur le rôle, le pouvoir des consommateurs qui doivent modeler la société de consommation, ce qui est intéressant avec le CCE, et ça sera mon dernier point, là j'ai plus d'images, c'est qu'il n'y a pas de rupture nette avec le monde de la production. Le CCE se trouve inséré dans un écosystème de différentes coopératives rurales qui restent en lien avec le monde des producteurs. Dans les zones rurales dans lesquelles se trouvent ces magasins, les consommateurs sont souvent des paysans, je l'ai dit, et les coopératives subviennent aux besoins de leurs clients actionnaires en leur fournissant une diversité de biens qui peuvent être à la fois des biens de consommation, de la nourriture, des vêtements, mais également des biens de consommation intermédiaires qui vont servir à la production, donc des équipements agricoles, du fourrage, du charbon, du bois par exemple. D'autant plus que les coopératives, les magasins, sont aussi des lieux de commercialisation des produits des fermiers eux-mêmes. Parfois, c'est même ça qui justifie la création de la coopérative. Il y a un marchand local qui va faire qui va donner des mauvaises conditions à des producteurs de bois, et donc pour
pour avoir de meilleures conditions, on va fonder une coopérative qui va commercialiser les produits des clients. Et puis le CCE devient lui-même une entreprise de production, je l'ai dit, avec la boulangerie coopérative, avec une fabrique de café, ou bien surtout une fabrique de fourrage dans les années 30, qui va devenir la plus importante de la région. Par ailleurs, l'appartenance multiple il faut souligner l'appartenance multiple à différents types de coopératives qui est fréquente dans les années 20 et 30. C'est-à-dire que les membres du CCE sont souvent aussi membres de coopératives, d'autres coopératives, donc j'ai dit tout à l'heure, hein, les blanchisseries, les coopératives de téléphone, donc ça en tant que consommateur, mais aussi des coopératives de production, en particulier des laiteries et des fromageries, dans le cas des producteurs laitiers. Et donc, dans de nombreuses localités autour de Superior, hein, dont le siège du CCE, les coopératives et l'organisation de consommateurs fonctionnent ensemble, partagent une partie des locaux, des organisations, des membres. C'est ça qui me fait parler d'écosystème coopératif. On a vraiment des villes où il y a quasiment que des coopératives, en fait, dans les années 20. Dernier argument, les coopératives du CCE, comme elles sont politisées, se conçoivent comme faisant partie du mouvement ouvrier. On a différents congrès à l'échelle des États-Unis où les membres du CCE viennent un peu mettre le bazar et dire non, mais nous, on n'est pas que des consommateurs, on est aussi des ouvriers, on veut faire partie du mouvement ouvrier. Donc, ils forcent le mouvement national des coopératives de consommation à soutenir Sacco et Vanzetti en 1927, ce genre de choses. Et dans les années 30, ça va s'avérer important parce qu'ils vont soutenir les efforts de syndicalisation dans le cadre du New Deal et des lois syndicales du New Deal, et en se définissant vraiment à la fois comme des consommateurs et des producteurs. Ce dernier point que je fais, il a une importance dans l'historiographie de la consommation, puisque un certain nombre d'historiens, en particulier anglais, de la consommation, soulignent que les historiens de la consommation sont parfois allés trop loin dans la revendication d'une autonomisation du consommateur et de la consommation comme un monde à part, complètement détaché du monde de la production. Et un historien comme Frank Trentman, qui est un peu le pape de l'histoire de la consommation en Angleterre, souligne que on a trop tiré du côté de cette autonomisation et qu'il faudrait revenir en fait à une étude conjointe des évolutions de la consommation et de la production. Et les coopératives sont vraiment un lieu qui permet de renouer ces deux mondes. Donc, pour finir, l'étude du CCE, ça permet, je pense, d'ajouter quelque chose à l'étude de cette transition vers le consumérisme au début du XXe siècle. Ça permet de réintroduire les coopératives dans le répertoire d'action des consommateurs engagés à cette période, en changeant le point de vue qui est celui habituellement utilisé, c'est-à-dire centré sur les villes et les années 30. Et en considérant du coup les espaces ruraux, les espaces périphériques, hein, c'est vraiment des acteurs très périphériques, même s'ils sont le réseau de coopératives le plus important dans les années 30, ils sont en fait quand même des acteurs très, très marginaux. Et en gardant un lien plus fort au monde de la production que celui qui est habituellement signalé par les historiens de la consommation. Ça démontre aussi l'intérêt d'étudier ces organisations qui sont à la fois des associations contestataires contre le modèle dominant et des entreprises en bonne et due forme qui concurrencent ce modèle. Je dis juste un dernier mot de que devient le CCE après cette sorte d'apogée des années 30. Ben, malheureusement, c'est un peu le déclin. Hein. Ça continue de progresser dans les années 40, modestement, mais ça continue. Et dans les années 50, le CCE se prend de plein fouet la concurrence des supermarchés. Et là, ça devient beaucoup plus dur que les magasins succursales multiples. Il survit tout de même. Dans les années 60, le CCE fusionne avec un autre groupe coopératif qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Midlands. Mais une partie est rapidement absorbée dans les années 70 et finalement complètement dans les années 80 par un groupe de coopératives agricoles. Donc le nom coopératif subsiste, mais bon, les principes et les valeurs ont un peu disparu et il n'y a plus du tout cette identité qu'il pouvait encore y avoir jusque dans les années 40. Et voilà, je m'arrête là.